Très bien, les amis. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Chacun fait son deuil à sa façon, et d'ailleurs, je devrais préciser qu'on en est à la saison 17, épisode 4. Vous savez, les scénaristes sont à court d'idées et ils balancent juste des trucs qui n'ont même plus de sens. Oui, bon, dans l'épisode d'aujourd'hui, le président Trump a nommé Erika Kirk au conseil des visiteurs de l'Académie de l'Air Force. Maintenant, si vous souhaitez savoir comment cela renforce encore davantage cette veuve de renommée mondiale qui est assurément en deuil, je vais vous expliquer cela. Est-elle qualifiée? Bien sûr que non. Pas même un tout petit peu. Ça n'a même pas d'importance. J'ai aussi quelque chose de beaucoup plus sérieux à vous dire. J'ai l'intuition de plus en plus forte qu'Erika et Jeffrey Epstein se sont peut-être croisés. Quelque chose me dérange dans la façon dont elle ne cesse de tourner autour de Jeffrey Epstein dans sa vie. J'ai de plus en plus de mal à y croire. Erika se retrouve, par coïncidence, sans cesse impliquée avec des pays, des entreprises et des écoles dans lesquelles Epstein est profondément impliqué. J'ai donc pris l'initiative de contacter l'équipe de relations publiques et l'équipe juridique de Turning Point USA avec une question très précise concernant une agence de mannequins avec laquelle j'ai récemment découvert qu'elle avait eu des liens. 48 heures plus tard, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Bienvenue à nouveau sur Candice. D'accord, commençons par le gros titre du jour. Erika Kirk a été nommée au conseil d'administration de l'Académie de l'Air Force. Ouais. Je suis là pour ça. J'adore ça. C'est ce que vous devez savoir en ce mardi matin. Alors retournez travailler, Goyim. Vous aurez de la chance si vous arrivez un jour à rembourser ces prêts étudiants, à réduire ce prêt immobilier. Erika Kirk, en revanche, on ne fait que lui offrir des promotions au cas où vous l'auriez manqué. Son mari est décédé, alors maintenant, elle va conseiller le département de la Défense. Je ne sais pas. Avec cette nomination, Erika rejoint seulement 15 autres membres. C'est à quel point ce conseil est exclusif. Il n'y a que 15 autres membres et ils sont responsables juste pour que vous compreniez ce que le poste implique. Ils sont chargés de faire des recommandations au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, concernant les changements à apporter à l'Académie de l'armée de l'air. Ils ont également pour mission de fournir un rapport annuel sur le moral de l'Institut militaire, ses finances, sa situation financière et ses résultats académiques. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment diable Erika Kirk? Comment a-t-elle vraiment pu passer d'une mère au foyer à, soudainement, être qualifiée pour soumettre des recommandations? Des rapports financiers, académiques et de morale militaire au secrétaire à la Défense des États-Unis. Et si vous vous posez la question, sachez que vous n'êtes pas seul, tout le monde se la pose. Nous nous demandons tous cela, mais je ne sais pas, les gars. Son mari est décédé. C'est ce qu'on m'a dit. On nous rappelle sans cesse que son mari est décédé. Donc, elle pourrait être présidente un jour. C'est ce que Charlie a dit, soi-disant, il n'y a pas de réponse. Donc, nous ne pouvons pas voir où il l'a dit, mais il l'a bien dit. Il se trouve simplement qu'il a dit qu'elle allait devenir présidente un jour. Et certains diraient que ça commence peut-être à ressembler à une situation à la Claire Underwood dans House of Cards. Peut-être qu'en ce moment, nous ne sommes pas très à l'aise avec son ambition. Mais ces gens-là, vous devriez écarter ce qu'ils disent. Ils auraient tort, car les experts ont expliqué les choses très clairement. Et les experts disent que Erika est qualifiée parce que Charlie l'était. Elle prend littéralement sa place. Tout ce qu'il peut faire, elle peut le faire en mieux. Oui, bien sûr. Charlie était littéralement un garçon prodige, un enfant prodige, qui avait une inclination militaire depuis le lycée. Rappelez-vous, son plan initial était d'entrer à West Point, mais ensuite il a fondé Turning Point, et cela a orienté sa vie dans une autre direction. Et bien sûr, Charlie a ensuite créé et dirigé cette organisation étudiante à succès sur les campus universitaires avec des sections dans tout le pays. Et bien sûr, cette organisation lui a valu l'oreille du président des États-Unis et de tous les grands acteurs politiques du pays et du monde. Et bien sûr, cette organisation encaissait 100 millions de dollars par an. Mais alors quoi? Genre, c'est difficile. Le mari d'Erika est mort. Donc maintenant, elle est qualifiée pour prendre sa place. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et c'est ce qu'elle fait. Charlie, d'ailleurs, avait lui-même mérité cette nomination.
et il y a eu un retour de bâton du genre « Attendez, waouh, c'est vraiment très important. On ne devrait pas mélanger la politique avec ça. » Il avait obtenu cette nomination en mars 2025, donc seulement 6 mois avant d'être assassiné. Nous pouvons donc tous raisonnablement supposer que son concours de beauté, femme qui fabrique des t-shirts avec des versets bibliques dessus, va apporter le même niveau d'expérience à ce poste exclusif. Parce qu'elle est en deuil. Et le calcul ici est vraiment simple. Ça a parfaitement du sens si on n'y réfléchit pas du tout. Et vous voulez savoir ce que j'en pense? Je pense que pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter là? On a déjà largement dépassé le stade du ridicule. Je veux qu'ils accélèrent vraiment les choses. Pourquoi ne pas simplement nommer Erika secrétaire à la Défense, tout simplement? Pourquoi ne pas lui donner le commandement et le contrôle de l'armée de l'air, des marines, de la Space Force? Je ne vois aucune raison légitime pour laquelle Erika n'était pas assise à la gauche de Trump dans la salle de crise lorsqu'ils ont bombardé l'Iran. Ça semble parfaitement logique maintenant. Je veux dire, son mari a été assassiné et c'est une veuve en deuil. Donc oui, peut-être qu'elle pourrait conseiller le président sur cette question cruciale. Opération Epstein-Fury. C'est comme ça qu'on l'appelle. On sait très bien de quoi il s'agit vraiment. Ils essaient de nous distraire des dossiers Epstein et font simplement tout ce qu'Israël veut, comme toujours. Ce qui m'amène à Jeffrey Epstein en général. En parlant de Jeffrey Epstein, qui était en fait un pédophile juif occulte, je voulais vous montrer cet email. J'en avais parlé hier, il s'agit d'un échange entre lui et la princesse de Norvège. J'en avais parlé parce que, je discutais tranquillement du fait que le véritable objectif de ces gens, c'est qu'ils veulent simplement moins d'humains. Les élites veulent moins d'humains sur Terre. Ils ne veulent pas que nous puissions nous reproduire. Ils nous donneront la propagande qui les arrange, que vous soyez de gauche ou de droite. Et oui, vous allez voir cet email que je vais vous montrer. Pour le remettre dans son contexte, l'échange qui précède cet email concerne tous les deux en train de discuter de la nourriture et des antibiotiques qui détruisent les organismes vivants. Très anti-antibiotiques. On gardera ça pour une autre émission. Quoi qu'il en soit, cette discussion se termine par une légère célébration sur le fait que, finalement, cela va leur donner le pouvoir de simplement créer des humains. C'est une conversation qui date de 2012, lisons-la ensemble. Elle écrit, la princesse écrit, « Tu me fais toujours sourire parce que tu chatouilles mon cerveau, mais je veux les donner à partir de maintenant. » Ou alors la note sera pour moi. C'est le cocktail de toutes ces choses non naturelles qui a un effet profond sur les premiers stades du développement chez l'humain. Bientôt, les gens ne pourront plus créer de nouveaux humains. Mais j'imagine que ce serait super comme dans un monde imaginaire parce qu'on pourrait simplement les concevoir dans un laboratoire tellement futuriste. Concevoir des humains en laboratoire. Je pense simplement qu'il est vraiment important pour moi de vous souligner, à vous tous, que depuis toujours, c'est ça l'objectif, à gauche comme à droite. Moins d'humains. Pour mes amis de gauche, vraiment, il n'a jamais été question de mon corps, mon choix. Plongez dans le terrier d'Emma Goldman. Allez voir et comprenez qui était derrière Margaret Sanger. Il a toujours été question d'eugénisme. Le but, c'était l'eugénisme. Ils nous considèrent tous comme des mauvaises herbes humaines qu'il faut exterminer. À mes amis conservateurs qui, comme moi, croyaient vraiment que notre armée était là pour répandre la démocratie dans le monde entier. Parce que l'Occident, c'est le meilleur et que ces guerres allaient, d'une certaine manière, nous profiter. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons accepter que tout cela visait simplement à tondre la pelouse, à massacrer des populations et aussi à détruire l'histoire, parce qu'ils veulent en quelque sorte un présent éternel, un futur éternel presque. Comme nous l'avons fait en Irak, comme nous l'avons fait en Afghanistan, en détruisant des civilisations anciennes, avec, en prime, le vol des ressources des pays qui va leur permettre d'empoisonner encore davantage la population générale des goyim. Des graines de pavot pour les opiacés, suivies d'une crise des opioïdes en Amérique, tout le monde est devenu accro. On encourage à tuer sa propre progéniture. Big Pharma, en résumé. Oui, c'est aussi leur objectif ultime avec la FIV. Ils veulent que nous soyons tous obligés de passer par eux, les maîtres du gouvernement, pour pouvoir fonder une famille. Beaucoup de femmes aujourd'hui rencontrent des problèmes de fertilité. C'est une réalité, et ce n'est pas un hasard. C'est voulu. Donc, il y a eu toute cette panique hier sur Lyme. L'émission fait le buzz parce que nous commençons à parler de l'occulte. Nous parlons de mysticisme.
Ces gens invoquent littéralement des démons et font des sacrifices de sang. Et maintenant, le monde le reconnaît. Je pense que c'est désormais un sujet de conversation grand public, ce qui est fantastique. Et je voulais poursuivre sur ce sujet et vous montrer un autre extrait du père Ripburger qui en parle dans le podcast de Sean Ryan. Il y est invité. Il parle en tant qu'exorciste des choses auxquelles il a été confronté. C'est une conversation passionnante. Elle dure environ 4 heures. Vous devriez regarder l'intégralité de l'émission. Mais dans cet extrait en particulier, il va expliquer comment le contact avec la franc-maçonnerie, essentiellement, et comment les gens peuvent dégravir les échelons. À travers les familles occultes, comment ils s'impliquent dans ces cultes mystiques en général. Bref, écoutez ça. Si vous êtes dans l'occultisme, est-ce que vous arrivez directement à ce niveau où vous faites des rituels sataniques, ou est-ce qu'il y a une progression? Certains progressent. Certains, en fait, sont formés à ces pratiques dès le tout début. Parfois, ils sont même préparés à cela. On les observe à l'université ou ailleurs, puis on les introduit dans ce milieu. À travers différentes sociétés secrètes et ce genre de choses, on les amène à s'engager dans l'occultisme. Il y a quelques-unes de ces personnes, pas beaucoup, qui font en réalité partie d'une lignée ou d'une histoire familiale. Cela remonte à la fin des années 1500, 1600, où les pratiques occultes font littéralement partie de leur lignée familiale depuis 300 à 400 ans. Et donc, ils sont extrêmement compétents dans la connaissance de la façon dont tout cela fonctionne et de ce que cela implique réellement. Ils savent qu'il y a des démons, dieux, etc. Et ils savent que leur activité dans l'occultisme implique réellement l'intervention de démons. Ils en sont pleinement conscients. En fait, leur connaissance de ces choses est presque au même niveau que la mienne. Ils en ont donc une compréhension totale, mais ils sont du côté du mal. Ainsi, ils ont tendance à élever leurs enfants, génération après génération, au sein de ce groupe particulier de pratiques occultes. C'est exactement ça, mesdames et messieurs. Ces lignées de sang sont anciennes, ces pratiques sont anciennes. Et la raison pour laquelle ils déplacent constamment des gens partout dans le monde, c'est qu'ils ne veulent pas que vous ayez ce savoir ancestral. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'ils font ces choses en plein jour. La révélation de la méthode, c'est qu'ils vous disent, en quelque sorte, qu'ils font ces choses. Nous y reviendrons plus tard. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'Epstein appartenait définitivement à la mouvance mystique franquiste. Il pratiquait le mysticisme et le judaïsme, il n'y a aucun doute là-dessus. Cela implique toujours des rituels occultes qui consistent à faire du mal à des enfants innocents. Et concernant Jeffrey Epstein en particulier, je veux revenir sur ce tweet que j'ai publié le jeudi 29 janvier de cette année. C'est vraiment intéressant de le revoir avec du recul, car je ne savais vraiment pas ce que cela pourrait donner. Donc, pour vous donner le contexte, j'avais reçu quelques emails des personnes qui suivent et regardent l'émission à la Maison-Blanche, et ils ont dit « Hey, Candace, Andrew Colbert, Mikey McCoy » et quelques femmes qui semblaient être la femme de Mikey McCoy. Ils étaient dans l'aile ouest. Et vous savez, on a juste trouvé ça un peu étrange, parce que Andrew venait de se présenter comme s'il était en direct dans l'émission de Charlie Kirk, en train de passer un appel téléphonique avec Kash Patel, mais en réalité, il est ici. Il est devant nous ici, à Washington, D.C., de l'autre côté du pays. Alors j'ai fait un suivi avec eux et je leur ai demandé spécifiquement avec qui Andrew Colvett et prétendument Mikey McCoy et compagnie rencontraient, avec qui ils avaient rendez-vous. Est-ce que vous pourriez demander autour de vous et essayer de comprendre où vous les avez vus? Et ils ont dit, eh bien, et je vais citer, les bureaux dans cette zone générale sont ceux du personnel supérieur de la Maison-Blanche. Ça pourrait être Susie Wiles, Stephen Miller, James Braid. Le couloir du vice-président et la salle de crise sont reliés à ce hall, donc un certain nombre de personnes auraient pu s'y trouver. Cash, le directeur de la NSA, Pete. Une réunion du cabinet venait de se terminer 15 minutes auparavant, donc cela inclut aussi tous les membres du cabinet. Je ne savais pas quoi en penser, n'est-ce pas? Alors j'ai immédiatement partagé l'information et voici ce que j'ai tweeté. J'ai tweeté juste au cas où. J'ai dit « Je tweete ceci au cas où ce serait pertinent plus tard. Il y a 2 jours, le jeudi 29 janvier, Blake Neff et Andrew Colbett ont reçu Kash Patel dans l'émission de Charlie Kirk. Il semblait que Kash avait appelé en direct pendant l'émission, mais ce n'était pas le cas. Andrew Colbett était à l'aile ouest de Washington ce jour-là pour voir des hauts gradés. L'épisode était préenregistré. Beaucoup pensent qu'Andrew est louche et a voulu faire croire qu'il était en Arizona sans raison. On m'a demandé de divulguer des informations. Apparemment, Andrew était avec Mikey McCoy
et sa femme, Elizabeth. Si vous voyez quelque chose, dites-le. D'accord, donc je partage cela. Et ce qui m'a immédiatement paru étrange, c'est que Andrew Colvett et, selon certaines sources, Mikey McCoy et sa femme tentèrent de simuler une apparition en direct dans l'émission de Charlie Kirk. Avec nul autre que M. 33 Kash Patel. Mais pourquoi faire ça tout simplement? Dans cet épisode en particulier avec Kash Patel, Kash a appelé et tout était très théâtral. Je ne fais jamais ça. Je n'appelle jamais. C'est comme si vous étiez tous ensemble à Washington. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'avais aussi répondu le 29 janvier, vous pouvez retrouver ce tweet à quelqu'un, et j'ai dit genre, « Hey, j'essaie de comprendre pourquoi Andrew Colbert est à la Maison-Blanche. » Maintenant, Andrew, la raison pour laquelle cela devrait aussi te frapper, c'est qu'Andrew a manqué de nombreux épisodes du Charlie Kirk Show. Parfois, c'est juste Blake Neff. Parfois, c'est juste tu sais, Blake et Mikey. Parfois, c'est un animateur invité. Parfois, lorsqu'il voyage, Andrew intervient même par téléphone pour un segment. Mais cette fois, pour une raison quelconque, c'était préenregistré et intentionnellement présenté au public comme si c'était en direct. Je ne fais jamais ça. Alors, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, il est raisonnable de supposer qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'ils avaient une réunion à la Maison-Blanche. Et c'est un désir très inhabituel pour Turning Point USA, non? Normalement, ils adorent promouvoir le fait qu'ils sont impliqués avec Trump, en organisant des événements tape à l'œil à la Maison-Blanche, à Mar-a-Lago, en posant, tout apprêté. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette réunion, ce jour-là, dans l'aile ouest? Qu'est-ce qu'ils voulaient garder discret? Quel aurait pu être le sujet qu'ils voulaient garder sous le radar? Je n'en étais pas sûre. Comme je l'ai dit, cela m'a semblé suffisamment important pour en parler sur Twitter, au cas où. Et voilà que, dès le lendemain, le 30 janvier, les dossiers Epstein ont été publiés. Et je me suis dit, oh, quelle précision. Est-il possible que la réunion ait été liée aux dossiers Epstein, qui sont fortement expurgés et manifestement incomplets? Et je me suis dit, eh bien, tu sais, Erika a été très impliquée dans le monde des concours de beauté, vraiment, toute sa vie. Trump était lui aussi très impliqué dans le monde des concours de beauté. Plus précisément, Donald Trump était en fait propriétaire à 50% de Miss America aux côtés de NBC Universal lorsque Erika a été couronnée. Et la relation entre Trump et Epstein, il faut le dire, semblait tourner autour des concours de beauté, du monde du mannequinat et des soirées. Il y a même eu une plainte qui a été déposée. En 1997, il y a eu une affaire concernant une société de concours de beauté dans laquelle l'un des hommes avait déclaré que, lors d'une réunion pour sa société, Jeffrey Epstein était présent, ce qui mérite d'être mentionné. Donc d'accord, Trump n'a jamais nié qu'il traînait avec Epstein. Il a dit « Je ne suis jamais allé sur l'île, mais il y a évidemment des photos. » Donc c'est intéressant. Et je veux m'assurer que vous comprenez ce que Jeffrey Epstein a fait, comment il faisait du trafic. Il est important de se rappeler que Jeffrey Epstein faisait spécifiquement du trafic de femmes venant d'Europe de l'Est via des agences de mannequins. D'accord. Donc, c'est une excellente couverture qu'il ait travaillé avec Victoria's Secret ou non. Vous savez, les Wexner lui remet les clés et tout à coup, il se retrouve comme directeur de casting à observer tous ces mannequins. Jean-Luc Brunel à Paris, son agence MC2 Modeling, Jean-Luc Brunel se suicide. Les médias ne veulent pas mentionner le fait qu'ils avaient aussi des bureaux à Tel Aviv. Jean-Luc Brunel, lui, l'a fait. Et c'est comme ça qu'il y arrivait. Parce que quand on voit beaucoup de femmes dans une agence de mannequins, on ne se dit pas « Oh, peut-être que ces femmes sont victimes de trafic depuis l'Europe. » Peut-être que ces femmes, vous savez, ne sont en fait pas heureuses d'être ici. Peut-être qu'elles sont en danger, non? C'est comme l'illusion qu'il y a quand il y a beaucoup de mannequins à n'importe quel événement, que ce soit un concours de beauté ou autre chose. C'est que tout cela est normal. Parce que c'est simplement le monde de la mode, ou de la beauté, ou du mannequinat. Victoria's Secret, il faisait aussi les castings pour eux. Et aussi, quand on parcourt ses emails, il semble qu'il sélectionnait aussi personnellement des filles pour certains concours. Et j'en ai lu certains, par exemple, il avait clairement une relation très étroite avec Miss Caroline du Nord une année. Je me suis dit, bon, peut-être encore une coïncidence, non? Erika est dans le monde des concours, Trump est dans le monde des concours, Epstein est plus ou moins dans le monde des concours. Ensuite, nous avons pris une semaine pour enquêter sur Erika et j'ai été encore plus stupéfait. Par d'autres coïncidences, et je vais vous les exposer ici. D'accord. Donc, en 2010, nous savons que Jeffrey Epstein, d'après les emails, commence à recruter des mannequins en Roumanie.
Nous savons aussi que c'est à la même période que la Black Sea Rotational Force à Constanta, en Roumanie, est dirigée par le cousin d'Erika, le lieutenant-colonel Denis Fransp. C'est la première fois que l'Amérique exploite une base en Roumanie, qui sera plus tard accusée de prostituer des enfants roumains mineurs. Bordel, colonel Otto Boischer. À la même période, Tyler Boyer se rend à Constanța, en Roumanie, où il traîne, fait la fête et boit avec des mannequins roumaines et des politiciens du Parlement. Ensuite, Tyler va revenir de Roumanie vers septembre 2010. C'est logique puisqu'il était étudiant à l'Arizona State University. Donc, il faut bien que les cours reprennent. Et puis, la même année, Jeffrey Epstein commence à donner de l'argent à l'Arizona State University, spécifiquement pour leur Origins Project. D'accord? 4 mois après cela. Erika, et là on est maintenant en 2011, je suis désolée, en mai 2011, Tyler Boyer va être élu de façon inhabituelle au Board of Regents. Et je dis de façon inhabituelle parce que le gouverneur, il n'a pas vraiment suivi la procédure normale et le gouverneur a juste décidé, Tyler Boyer est l'homme de la situation. Et puis, 4 mois plus tard, Erika va s'inscrire à l'ASU pour sa dernière année d'université. De 2011 à 2012. Et immédiatement, 2 mois après cela, après le début du semestre, elle remporte le titre de Miss Arizona USA en novembre. Et juste après avoir gagné, on sait qu'elle va établir ce partenariat de travail avec les États-Unis, les Marines de la Black Sea Rotational Force à Constanta, en s'associant avec eux pour mener le projet Romanian Angels à travers son association 501C3 Everyday Heroes. Elle va se rendre à Constanta. Elle travaille avec le colonel Otto Boischer, ce même colonel qui sera accusé de trafic et de prostitution de mineurs roumains, apparemment jusqu'à Tel Aviv. Et je veux aussi dire à ce sujet, en général, pourquoi a-t-elle fait un partenariat avec les États-Unis, Marines tout court? Ce n'est pas une obligation. D'accord, je suis allée en Roumanie 2 fois. Ma meilleure amie était roumaine et en fait vivait sa famille, enfin elle a grandi ici, mais sa famille vivait à Constanta. On peut simplement aller faire de la charité. Il n'est pas nécessaire de s'associer avec les Marines américains. Les Marines, c'est un État membre de l'UE. D'accord, tu n'as pas besoin de la protection des États-Unis, Marines, pour être en Roumanie et décider que tu veux déposer quelques cadeaux de Noël. En réalité, il suffit juste d'une adresse pour faire ça. Mais pour une raison quelconque, cette association caritative en particulier pensait qu'elle devait s'associer avec les Marines américains. Les Marines, je veux juste souligner que personne ne l'a vraiment remarqué. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je peux aller faire de la charité n'importe où en Europe en ce moment. Cela ne nécessite pas de partenariat avec les États-Unis. Les Marines, c'est très étrange. Ensuite, en 2014-2015, Erika commence à tweeter qu'elle est une directrice de casting ou recruteuse de casting à Los Angeles en même temps. Elle essaye un peu de percer elle-même dans l'industrie, ce que nous avons montré. Et je veux aussi préciser qu'à cette période où elle essaye de s'impliquer dans la télé-réalité, on la retrouve gravitant autour de Mark Burnett. Mark Burnett dirige aussi Mark Burnett Productions. Il dirige l'émission The Apprentice de Trump. Il y a beaucoup de synergie à cette époque. Je crois vraiment qu'Erika connaissait Donald Trump avant même de rencontrer Charlie Kirk. Je pense que honnêtement, c'est évident. Et donc, ça pousse vraiment à se demander si cela n'implique pas Colvette, parce que la société de Cairo travaille avec Mark Burnett via Johnny Moore. C'est très étrange à cette période, mais c'est justement cette prochaine petite période dont je veux vous parler. Très bien. Alors, je vais vous dire comment j'ai obtenu cette information. J'avais reçu un tuyau il y a quelque temps disant « Hey, leur prochain management de mannequins à New York, toi et Faith. » Kate, qui était la cofondatrice de E!, a dû démissionner à cause de son implication avec Jeffrey Epstein. Elle apparaît dans ses emails, genre 4000 fois, même après qu'il ait été arrêté pour pédophilie. Elle disait « Je ne te trahirai jamais. Je ne te trahirai jamais, jamais. Genre, tu sais, je te soutiendrai jusqu'au bout. » Elle était très proche. Je veux dire, regarde, dans cet email, elle l'invite à la bar mitzvah de son fils. Et cette personne a dit « Juste pour que tu saches. » Erika était impliquée avec Next Model Management, n'est-ce pas? Donc, c'est un tuyau. Et cette personne ne travaillait pas avec Next Model Management. Alors, je me suis dit, OK, un tuyau, voyons où ça mène, tu vois, enquêtons un peu. Je fouille un peu dans de vieilles fiches de contact. Je me dis, ce serait très curieux parce que, apparemment, Next Model Management avait plein de filles d'Europe de l'Est partout dans les bureaux.
Et comme je l'ai dit, tu peux te renseigner davantage sur l'affaire Faith Cates, mais ce n'est pas fameux, ce n'est pas fameux. La relation que Faith Cates entretenait avec Jeffrey Epstein, les mannequins d'Europe de l'Est, partout dans les bureaux de Next Model Management, il aidait tout particulièrement cette agence de mannequins. Donc j'ai décidé de voir si je pouvais trouver d'autres personnes pour vérifier qu'Erika était impliquée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle était mannequin? Non. Eh bien, j'ai pu le confirmer non pas une fois ni deux, mais 3, 4 fois avec des personnes ayant une connaissance directe qu'Erika Kirk était impliquée à plusieurs reprises. Prendre des bureaux, organiser des réunions chez Next Model Management et traiter avec les gens, comme les costards qui entouraient Faith Cates, des gens comme Jeffrey Epstein. Maintenant, ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient vu rencontrer Jeffrey Epstein, mais ils ont dit, en gros, que Jeffrey Epstein était toujours là. Parce qu'il était tellement proche de Faith. Et cela ne peut pas être nié. Vous pouvez consulter leurs emails, ils sont très proches. Et donc, il arrivait parfois qu'ils viennent et qu'ils tiennent une réunion. Et donc, il faisait un peu comme ça, quand on est ami avec quelqu'un, je vais prendre un bureau. Et personne ne savait dans quel contexte se tenaient ces réunions. Ils disent que dans des réunions comme celle-là, c'est-à-dire qu'Erika n'était pas là à cause d'un contrat de mannequinat ou parce qu'ils ne savent pas pourquoi elle était là. Ils ne savent pas pourquoi Erika faisait partie de cette même catégorie de costards, n'est-ce pas? Juste comme les costards. Et il ne fallait pas poser de questions. Et Erika est là et elle prend des rendez-vous chez Next Model Management. Alors maintenant, me sentant absolument certain que cette information était vraie, comme je l'ai dit, l'ayant confirmée de 4 façons différentes, j'ai décidé d'aller demander à Erika ce qu'elle faisait là-bas. Parce que si des personnes ayant une connaissance intime de la situation ne savent pas ce qu'elle faisait là, ce n'est pas très rassurant, non? Quelles sont les chances? Quel rapport Erika a-t-elle avec Next Model Management? Que fait-elle là? Je suis donc allée la voir et bien sûr, j'ai repris les propos du porte-parole, Andrew Colbert. Et j'ai demandé, vous savez, que faisiez-vous précisément chez Next Model Management à New York? Quoi de neuf? Que fais-tu? Avez-vous croisé Epstein? Je veux juste savoir, genre, quelle est ta relation avec la foi? Qu'en pensez-vous? Donnez-moi le contexte. Grillon. Je pense que ce serait très facile de répondre à ce courriel. Une question, quel est le contexte de votre relation avec Next Model Management? Nous avons maintenant la confirmation que vous teniez des réunions ici. Quelle était la nature de ces réunions? Et j'ai mentionné, vous savez, genre, vous savez, elle a visiblement eu une dispute avec à ce sujet. Elle a dû démissionner à cause des courriels d'Epstein et elle a pris sa retraite. T'as dit, c'est comme la façon polie de dire que je décide de prendre ma retraite et rien d'autre. Tu ne répondrais pas à ça instantanément? Genre, si quelqu'un m'envoyait juste un mail en demandant quel est le contexte, tu sais, tu étais à l'Azut, à la Roumanie en cours, n'est pas cette agence de mannequins. Et il disait, genre, il y avait constamment des mannequins d'Europe de l'Est partout dans le bureau. Je veux dire, c'était littéralement partout. Et Epstein venait ici absolument tout le temps. Genre, tu sais, c'était son ami. Pourquoi ne viendrait-il pas dans le bureau de son ami? Tu ne mettrais pas ça tout en haut de la liste juste pour faire un commentaire et dire « Oh, j'étais là pour… » Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle réponse serait appropriée ni pourquoi elle serait là. Ne donneriez-vous pas simplement cette réponse s'il y en avait une? Je trouve cela très étrange. Je trouve cela très étrange, surtout si l'on ajoute à cela la façon dont elle danse. Epstein, monde des concours de beauté, Roumanie, ASU. Nous avons maintenant une gestion de modèles de nouvelle génération plus spécifique. Et l'immobilier. Nous n'arrivons pas à obtenir de réponse à ce sujet. Erika étant la personne la plus occupée du monde en 2018, obtenant des diplômes, lançant et dirigeant une entreprise, une marque de vêtements, tout en passant aussi des entretiens avec Turning Point. Parce qu'elle va les aider, mais ensuite elle tombe amoureuse de Charlie, elle obtient aussi, de façon inhabituelle, sa licence immobilière de New York pour travailler avec Corcoran Real Estate, et cela sous la direction de Pam Lehman, mentionné dans les dossiers Epstein, qui l'aidait dans des transactions immobilières. Mais aussi, nous ne trouvons aucune transaction immobilière qu'Erika aurait réalisée à New York. Et des agents immobiliers me contactent en disant « On ne peut pas simplement obtenir une licence et travailler pour Corcoran. C'est pas comme ça que fonctionne le monde de l'immobilier. J'imagine qu'ils ont certaines exigences. Ils disent que c'est du piston, des arrangements en coulisses. Quelqu'un a simplement arrangé ça pour elle. Et il ne semble pas, comme je l'ai dit, y avoir la moindre trace qu'elle ait accompli cela.
Mais nous découvrons ensuite, grâce aux emails de Jeffrey Epstein, on apprend que la présidente du groupe Corcoran est en réalité Linda Rothschild. Et Jeffrey Epstein travaille directement pour les Rothschild. Lui-même affirme que le Corcoran Real Estate Group apparaît partout dans ses emails. D'accord, c'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un a lu une biographie de Linda Rothschild. On y trouve tous les différents noms qu'elle utilise. Et elle y est également mentionnée comme présidente du groupe Corcoran. Qu'est-ce qu'Erika faisait pour le groupe Corcoran? Qui lui a obtenu ce poste? Qui se souvient avoir été assis avec Erika pour sa licence immobilière? Est-ce que ça se fait en ligne? J'ignore tout de la licence immobilière. Je le reconnais. Mais je sais qu'il est généralement admis que si vous voulez déplacer de l'argent, l'immobilier est un très bon moyen de le faire. C'est un très bon moyen de le faire. C'est une bonne couverture si vous essayez de déplacer de l'argent. L'immobilier est un moyen très efficace pour cela. Et je commence à me demander combien de fois son parcours de vie peut encore croiser celui de Jeffrey Epstein auparavant. C'est étrange. Sa relation avec Trump, c'est comme ici, ici, ici. Quelque chose ne tourne pas rond. On le voit en train de nous manipuler. On a Andrew Culp dehors. On a cette réunion à la Maison-Blanche dont ils ne se sont pas vantés. Ils adorent les photos. Ils adorent les séances photos. Ils sont là le jour, la veille au soir, et ils sont dans l'aile ouest. Oui, ils ont rencontré quelqu'un de très important à propos de genre « Et tu ne pourrais pas simplement sortir et le dire ?» De quoi portait votre réunion? Quel était le contexte de cette réunion? J'aimerais bien savoir. Je veux dire, vous dites tout le reste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, c'est presque redondant à ce stade, le fait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avec Erika. Mais j'aimerais avoir une réponse sur ce que faisait précisément Erika, assise dans des bureaux avec des costards chez la prochaine agence de mannequins. Je pense que c'est une question très simple à poser. Il y a peut-être une réponse très simple. Nous verrons bien. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien, merci à vous. L'année dernière, Preborn a aidé à sauver plus de 80 000 bébés et aujourd'hui, vous pouvez aider à en sauver encore plus. Chaque jour, des milliers de femmes entendent le même mensonge dévastateur, que l'avortement est leur seule option, qu'elles sont seules et qu'il n'y a aucun espoir. Mais tout change à l'instant même. Qu'une mère en détresse entre dans une clinique du réseau Preborn, voit son bébé à l'échographie et entend le battement de cœur de son bébé pour la première fois. Ce moment double ses chances de choisir la vie, car elle réalise qu'il y a une véritable vie qui grandit en elle, que ce n'est donc pas un problème à résoudre, mais bien un être humain, une vie qui doit être protégée. Soyons donc présents pour elle dans ce beau moment de besoin, avec amour, prière et soutien. Pour 28 $, offrez une échographie vitale. 140 $ financent 5 échographies et 5 chances de vie. Cette année, marquons l'histoire pour sauver des bébés. Soyez la voix des sans-voix. Pour faire un don, composez le dièse 250 et dites le mot-clé « bébé » ou rendez-vous sur preborn.com/Candice. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Je veux aussi vous parler de Balance of Nature, parce que si certains jours vous ne vous sentez pas bien et si cela venait de ce qui manque à votre alimentation, entre le travail, la famille et tout le reste, il n'est pas toujours facile de consommer suffisamment de fruits et légumes. Balance of Nature facilite la consommation d'aliments complets au quotidien. Leurs phytonutriments sont ainsi mieux absorbés, aidant votre corps à se réparer chaque jour. Balance of Nature traite les produits frais par un procédé sous vide à froid, stabilisant leur phytonutrition. Si vous avez envisagé de les essayer, un excellent point de départ est leur système de santé global. Ce pack comprend leurs compléments de fruits et légumes, ainsi que leurs compléments de fibres et d'épices, ce qui vous apporte 47 ingrédients issus d'aliments complets. Rendez-vous sur balanceofnature.com pour vous abonner et économiser dès aujourd'hui. Rejoignez des centaines de milliers de clients dans une routine simple qui change le monde. Encore une fois, c'est balanceofnature.com. Je dirais que toute l'histoire d'Erika ressemble, comme je l'appelle dans l'émission, au toucher de Midas. On dirait que quelqu'un l'a fait grimper les échelons en permanence. Je ne sais même pas si elle est intelligente, mais on nous dit qu'elle est la plus brillante du monde entier et qu'elle fait tout. Et personne ne peut même confirmer qu'elle a obtenu son diplôme summa cum laude à la SU. Mais au fait, elle a depuis retiré cela de sa biographie. Elle est prévue pour intervenir au Hillsdale College. Et tous les étudiants m'ont envoyé des messages à ce sujet parce qu'ils ne veulent pas d'elle là-bas. Et ils ont aussi l'impression qu'elle leur est simplement imposée.
qu'on leur impose sa présence. Et tu te dis juste, la femme à qui je parle, enfin, que nous écoutons parler, n'est pas un super génie. Elle n'avait pas à se demander si Charlie Kirk était un génie. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils disent juste qu'elle l'est. Elle est tellement qualifiée, hyper qualifiée. On ne peut pas vous montrer sur le CV où elle est qualifiée, ni comment on passe d'agence de mannequins, d'émissions de rencontres, de concours de beauté à là où elle en est aujourd'hui. Au département de la Défense, personne ne peut expliquer ça et ils ne cherchent même pas à le faire. Ça fait penser à Jeffrey Epstein, quand il devient soudainement prof de maths et que quelqu'un le fait monter dans les rangs. Et cette personne, c'est Bill Barr, non? C'est lui qui lui donne ce boulot parce qu'il dirige cette école. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans tout ça. Et je voulais aussi te dire, c'est un peu en train de se passer sur X en ce moment. Turning Point a essayé de le retirer du podcast. Ils l'ont effectivement retiré du podcast, mais pas avant qu'Internet ne le récupère. C'est ce clip de Blake Neff, c'est un de mes personnages préférés, parce qu'il en dit toujours trop et ce n'est jamais bon. Et Blake Neff a expliqué plus tôt aujourd'hui dans l'émission de Charlie Kirk qu'Erika dit que Charlie, s'il en avait la possibilité, s'il avait le choix, il préférerait rester mort. À toi, Blake Neff. Alors Blake, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Non, c'est... Erika a dit que si Charlie avait eu le choix d'annuler ce qui s'est passé et de revenir, il ne l'aurait pas fait, pensait-elle, à cause de ce que cela avait déclenché. Depuis, on a essayé d'obtenir le clip complet, mais ils l'ont supprimé. Et Blake dit que c'est juste à cause de la révolution de la foi. Et il serait tellement heureux de voir que les gens sont poussés vers des églises qu'il choisirait. S'il était au paradis et qu'on lui donnait le choix, il dirait simplement « Je vais rester ici et je vais laisser mes enfants grandir sans moi, un père, et en réalité sans vraiment une mère non plus, parce que tout semble se dérouler selon un plan plus divin, et Erika a pris ma place partout. » D'accord, parlons-en. Parlons vraiment du 8 septembre, parce que j'ai l'impression qu'on en a appris plus sur Erika maintenant. Pour l'histoire de Fort Huachuca, je penche plutôt du côté de Mitch. Apparemment, Erika, il l'a vu le 8 septembre. Fort Huachuca, cela a provoqué une panique générale. Ils ont dépensé des tonnes d'argent pour inciter des gens à m'attaquer. Et maintenant, avec tout ce qu'on sait sur la façon dont Erika agit, au début, je ne savais pas vraiment quoi en penser. Mais j'aimerais ajouter, je suppose, juste quelques points de données supplémentaires au 8 septembre. Maintenant, souvenez-vous, la version d'Erika avant qu'il ne m'envoie une mise en demeure, c'était qu'elle préparait le dîner pour Charlie ce soir-là. Mais personne d'autre n'a pu le confirmer de manière indépendante. Frank Turek affirme bien que Charlie a dîné avec sa famille. Mais il ne mentionne pas Erika. Il ne parle pas de sa femme. Et je trouve cela intéressant parce que je pense que Frank Turek est en réalité la personne la plus intelligente impliquée dans cette histoire. Il n'a pas commis les mêmes erreurs que les autres. Il en dit juste assez. Donc, cela pourrait tout aussi bien signifier que Charlie a dîné avec les enfants. C'est l'impression que j'ai du 8 septembre. Nous allons passer en revue. Cette chronologie indique que Charlie était le parent ce soir-là. Écoutez ce que Frank Turek avait à dire. C'est la dernière promenade que nous avons faite, Megan, c'était lundi soir. Donc, le jour terrible, c'était mercredi. Et donc, nous avons passé un peu de temps lundi, puis nous sommes tous les deux allés dîner. Il voulait dîner avec la famille, ce qui est normal, c'est un homme de famille. Alors, il a dit, « Hey, tu peux revenir vers 8 heures? On ira se promener? » J'ai dit, « Oui, d'accord. » Donc, je suis redescendu à 8 heures et je lui ai envoyé un texto. J'ai dit, « OK, je suis à peu près là. » Il a répondu, « J'arrive. » Et puis, 1 minute plus tard, il a dit brièvement, « Gigi vient de se réveiller. » Donc, il s'occupait évidemment du bébé, il prenait soin de sa fille, parce que c'est le genre de personne qu'il était. Ensuite, nous avons fait une longue promenade et il y avait 2 grands sujets qui revenaient sans cesse et sur lesquels il voulait s'améliorer. Nous avons donc reçu un email qui a rendu tout cela encore plus intéressant. Je ne sais même pas comment j'ai pu rater ça, mais ils ont dit Candace, le 8 septembre, Charlie regardait très clairement le match de football des Bears. C'est un immense fan des Chicago Bears. Tout le monde le sait. Et c'était un peu une sorte de running gag dans son émission qu'il soit contrarié, avec les déceptions chroniques qui apparemment vont de pair avec le fait d'être fan des Chicago Bears. Et il a raconté avec un niveau de détail remarquable, du moins, et encore une fois, je suis prêt à faire preuve de prudence de mon côté, mais je pense que nous pouvons
affirmer avec confiance que Charlie a bel et bien regardé la seconde moitié de ce match, les yeux rivés à son écran. Écoutez Charlie parler du match des Bears du 8 septembre. Blake adore les Packers. Il demande « On parle de quoi ?» On va parler des Bears. Je ne parlerai pas des Bears. D'accord. Tu vois, j'ai même mis ça dans mon groupe de discussion. J'ai dit « Les Bears mènent de 14 points ». C'est vraiment très étrange. Je ne sais pas comment gérer ça. Les Bears ont donné une leçon, l'un des pires matchs coachés de l'histoire du football. C'était tellement mauvais. Ils lancent un challenge en seconde mi-temps. Tu ne fais jamais ça en seconde mi-temps. On devrait te gifler pour ça. Il a contesté une action qui n'était même pas discutable concernant Noah Sewell, tu sais, avec un fumble. Que se passe-t-il quand tu perds un challenge? Tu perds un temps mort. Donc tu perds un temps mort, tu dois arrêter le chrono et il ne leur reste plus que 2 temps morts et ils ne peuvent pas le faire. Et puis il y a un génie chez les Bears. Je criais devant ma télé, j'ai réveillé tout le monde. Ils décident, bon, tu sais, il faut qu'on botte le ballon et il restait environ 2 minutes et 2 secondes, d'accord? Et ils ont 3 points de retard. 2 minutes, 2 secondes restantes. Donc, avec 2 minutes et 2 secondes à jouer, il faut s'assurer que le ballon sorte en touche ou que tu fasses un coup de pied d'envoi. Comme ça, ils ne peuvent pas faire de retour. Il ne te reste plus qu'un seul temps mort. C'est important car l'avertissement des 2 minutes arrête le chrono, offrant un temps mort quand les Vikings courront avec le ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les Vikings retourner le ballon. Ils sont en train de finir le match, en gros. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que Charlie a regardé la seconde mi-temps de ce match et il dit qu'il criait devant sa télé, d'accord? Nous pouvons donc maintenant resserrer ce planning pour le 8 septembre. Je vais vous montrer ça, ce que nous avons ici. Ce qui se passe. Avant tout, je tiens à préciser que cet article apparaît sur Jezebel.com au sujet de la malédiction de sorcière lancée sur la vie de Charlie. C'était à 9h49 du matin. Tout cela est à l'heure de l'Arizona, pour être clair. À 9h49 du matin, cet article paraît sur Jezebel à propos d'une malédiction de sorcière qui a été lancée sur Charlie. Exactement 1 heure plus tard, à la minute près, Erika rompt son long silence sur Twitter et publie un verset biblique, Éphésiens, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. » D'accord. À 10h du matin, Charlie apparaît en direct depuis son studio à domicile sur Charlie Kirk. C'est un épisode différent, pas celui que nous venons de regarder. À 10h45, Laurie Franz-Fay a un rendez-vous à la clinique et Charlie l'aurait rejointe, il l'accompagne. Ces rendez-vous durent apparemment 1 heure. Donc Charlie et Laurie sont ensemble, de 16h à 17h. Charlie apparaît depuis son studio à domicile dans l'émission The Ingram Angle. Il y avait cette fameuse photo qui circulait où Charlie avait l'air en colère, comme s'il regardait sur le côté. Eh bien, il doit être en train de regarder Frank Turek. Je soupçonnerais, d'après cette chronologie, que Frank Turek était avec lui. Cela collerait, parce que ça devient serré maintenant. Le match est sur le point de commencer. L'alibi d'Erika va être qu'elle est rentrée chez elle. Et donc, oui, vous tous ceux qui enquêtent là-dessus, devraient maintenant recopier cette chronologie. Je pense que Frank Turek était avec Charlie. Je ne dis pas que Charlie était en colère contre Frank, mais je ne crois toujours pas à l'histoire de Frank. Qu'il soit allé se promener pour discuter de conseils sur la façon dont Charlie allait débattre. Et je n'ai jamais cru à ça, qu'il ait soudainement eu autant besoin d'aide pour débattre. Je pense qu'il se passait quelque chose. Il y avait une sorte de crise qui a nécessité que Charlie parle à un rabbin, un pasteur et un prêtre en l'espace de 48 heures. Je pense que c'est une supposition raisonnable à faire. Erika, et encore une fois, Frank n'a jamais mentionné ses parties concernant le dîner. Il dit « dîner avec la famille ». Mais Erika va prétendre qu'elle arrive à la maison à 17h24. Et puis, à 17h41, Charlie est soi-disant, alors qu'elle monte, elle est déjà à l'étage. Charlie va alors, soi-disant, lui envoyer un message pour lui demander à quelle heure est le dîner. Malgré la promiscuité, Erika est alors, parce que, vous savez, c'est un très petit appartement, réveiller Gigi en ouvrant le réfrigérateur au milieu de la nuit. Charlie va alors envoyer un message à Erika pour lui demander, comme je l'ai dit, à quelle heure est le dîner. Et ensuite, Erika va envoyer un message à Charlie pour lui dire que le dîner est prêt. Donc, c'est un dîner rapide. Je dois tout faire rentrer. Et puis, vous pouvez un peu voir ce que nous avons traversé et revenir au match, suivre les tweets des gens pour savoir exactement quand Noah Sewell a provoqué un fumble sur TJ. C'est de ça qu'il parle ici. Et vous pouvez voir que cette chronologie commence à se resserrer.
Je voulais donc partager cela avec vous parce que j'ai une forte intuition, et ce n'est pas un fait, mais c'est une forte intuition que Charlie était à la maison seul avec les enfants. C'est pourquoi, quand il a réveillé Gigi, cela correspondrait au fait qu'il soit allé dîner avec ses enfants et sa soi-disant famille. Et c'est pour ça, quand il criait devant la télé, ce qui en effet réveillerait un tout petit, à quel moment crie-t-il? Au moment du défi. Vers 19h16, qu'il se met alors à crier devant le match, peu importe, et quand Gigi se réveille, il dit alors à Frank d'attendre, parce que le match de Chicago est en cours, ce que Frank n'a pas mentionné, ce que je trouve intéressant. Cela pourrait être un argument pour expliquer pourquoi il était en retard, mais là, ça devient intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Ce match s'est terminé à 20h30, donc il n'était certainement pas en train de marcher avec Charlie à 20h, car il est très clair qu'il était en train de crier. Et ensuite, il descend un peu en retard. Charlie va alors être vu à 21h, marchant avec son garde du corps, Heath, et accompagné d'un homme grand qui n'est pas Frank Turek. Donc, les habitants n'ont pas vu Frank Turek lors de cette promenade avec Charlie. Ils ont bien vu Charlie en train de se promener. Il s'est arrêté, il a parlé avec son voisin pendant quelques minutes de sa prochaine tournée, a dit bonjour au chien. Oui, je soupçonne que Frank était là pour une raison quelconque. Ce n'est pas, on n'invite pas simplement un pasteur chez soi pour ensuite lui dire de revenir plus tard. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et je pense que Frank connaîtrait la réponse. Je pense que Frank pourrait répondre, d'ailleurs, je vais lui envoyer un email pour savoir s'il était bien la personne présente. Dans le studio de Charlie, quand il regarde vers la gauche avant le passage chez Laura Ingram. Et je pense que Frank pourrait vraiment répondre à la question de savoir si Erika était à la maison ou non. C'est une question à laquelle on répond par oui ou non. Est-ce qu'Erika était à la maison? As-tu vu Erika? Personne pour l'instant. Et je vais continuer à lancer un APB pour le 8 septembre concernant Erika Kirk. Personne ne peut confirmer l'avoir vue quelque part. Et elle était très connue dans ce quartier. Toute la famille de Charlie est bien connue. Les gens me disent, quand ils voient tous les enfants, avec qui ils les ont vus. Qu'ils ont vu les enfants avec Tracy, le mari de Martin. Je veux dire, on pourrait citer n'importe quelle personne qu'ils connaissent parce que Charlie Kirk était une célébrité. Il faisait partie du décor. Il connaissait famille et enfants. Nul ne peut confirmer avoir vu Eric Kirk le 8. Et ça me dérange. Nulle part même. Quand ils sont allés chercher la nourriture à l'épicerie, je ne sais pas. Vu à quel point elle ment de façon pathologique. Et vu à quel point la campagne a été agressive quand on a simplement mentionné Fort Huachuca. Et je n'avais pas encore révélé le fait qu'ils pensaient avoir vu Erika. En fait, nous gardions cela pour nous. Et puis elle fait cette tournée et devient vraiment agressive. Genre, arrête, juste arrête. Mon intuition, mon sixième sens me dit qu'Erika n'était pas là le 8. Je la trouve en train de faire semblant de ne pas comprendre les instructions ou d'être l'intermédiaire. Au quoi on essaie de confirmer ceci. La correspondance par texto a vraiment eu lieu entre elle et Charlie, et non entre elle et quelqu'un d'autre ou deux autres personnes. Je n'y crois tout simplement pas. Je ne crois vraiment rien de ce que dit Erika. Elle ment beaucoup, et je pense que nous l'avons prouvé jusqu'à présent. Faisons une pause pour vos questions. Pour anticiper votre ménage de printemps, commencez par jeter votre vieux contrat mobile. Passez chez Pure Talk, mon opérateur actuel. Pour seulement 25 $ par mois, profitez des appels, textos illimités et de beaucoup de données. Sans contrat, sans engagement et sans service client à l'étranger en cas de besoin. Vous les aimerez comme Patricia, une auditrice. Elle dit « C'était rapide, simple et j'ai gardé mon numéro. » Moins cher, ça soutient une entreprise avec mes valeurs. Très satisfaite. J'ai reçu un prospectus suite au conseil de Candice. J'ai décidé d'essayer. Et jusqu'à présent, tout va bien. Eh bien maintenant, c'est à votre tour de changer aussi. Allez sur puretalk.com Owens et économisez 50% le premier mois. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens et passez à un opérateur mobile qui partage vos valeurs. PureTalk, l'opérateur mobile américain. Je vais aussi vous rappeler American Financing parce que avez-vous regardé vos relevés de carte de crédit récemment? On travaille 40 ou 50 heures par semaine pour se nourrir et faire le plein, ce qu'on pouvait s'offrir avant. Et les banques prennent 20% d'intérêt pour ça. Pensez-y, c'est fait pour nous maintenir la tête sous l'eau. American Financing fait ce que les banques détestent. Ils aident vraiment les gens. Leurs taux sont à 5% et ils utilisent la valeur de votre maison pour effacer vos dettes coûteuses. L'économie moyenne est de 800 $ par mois. Parlez à un de leurs conseillers hypothécaires salariés.
Il n'y a pas de frais initiaux et aucune obligation de voir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez retarder 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Financing aujourd'hui au 807-95-12-10. Encore une fois, c'est le 807-95-12-10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, americanfinancing.net/Owens. Vous savez, on en est arrivé à un point où c'est juste bizarre pour les gens qui, l'ont défendu dès le départ. Ouais, ils disaient, bon, c'est une veuve en deuil. Et c'est c'est une veuve en deuil. Et puis tu dois un peu baisser la tête et te dire, OK, elle fait vraiment son deuil différemment. Elle agit différemment, comme avec le département de la Défense, et prend simplement la place de son mari. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter pour défendre quelque chose dont tu sais que c'est mal, non? Parce qu'au final, ça va te rattraper. Tout le monde savait que c'était mal. Tout le monde savait que sa façon d'agir n'était pas normale. Il vaut mieux rester silencieux si tu n'es pas sûr. Ce qui était mon cas, je me suis dit, je vais rester silencieuse. Je n'aime juste pas la façon dont je me sens à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Je n'aimais pas non plus les chuchotements. Elle chuchote beaucoup? Vraiment? C'est comme, il sait. Je ne sais pas, une partie de ça me semblait un peu théâtrale, mais tu sais quoi, ce n'est pas, c'est un avis, c'est un fait. Et les faits ont suivi. Les faits ont suivi les impressions qu'on ressentait, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, il faut juste attendre, être patient, laisser la vérité se révéler d'elle-même. Elle finit toujours par le faire. Je vais en venir à, quel était notre commentaire numéro 1 de l'épisode d'hier? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a déjà récupéré? Très bien. Commentaire numéro 1 de l'épisode d'hier. Je chéris cette liberté d'expression. Sa perte révèle à quel point le peuple français en France est sous la coupe de l'élite, et ce depuis très longtemps. C'était notre commentaire numéro 1. C'est pas possible. C'est le commentaire numéro 1. Oh, depuis notre chaîne française. Ah, d'accord. Je me suis dit, je ne pense vraiment pas... D'accord, merveilleux. C'est incroyable. C'est formidable d'avoir... Nous avons bien une chaîne en français, voilà. Sur notre chaîne anglaise, on lit souvent « J'ai prié pour un signe concernant l'engagement dans l'armée aujourd'hui. Et j'ai eu mon signe. » Merci Candace, que Dieu te bénisse. Je ne mourrai pas pour Israël. Je suis tellement contente d'avoir pu faire quelque chose de productif. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi des gens meurent à l'étranger. Notre pays, comme je l'ai dit, est en déclin. Et il est évident que la priorité est simplement de servir Israël. Et ce sera malheureusement l'héritage de Trump. Et j'adore la façon dont ils essaient. On ne peut pas simplement trahir Trump. Non, Trump a trahi Trump. Trump a trahi les MAGA. Voilà ce qui s'est passé. Tout le monde peut le constater maintenant. Tout ce qu'il fait est le contraire de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et oui, si vous pensez cela, vous prouverez que vous êtes tout simplement un imbécile. Le mouvement anti-Trump, qui applaudit désormais chacun de ses gestes, ne reflète en rien l'esprit originel du MAGA. C'est tout simplement absurde. C'est stupide. Voyons quelques commentaires que vous avez laissés pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment prononcer votre nom. Je suis désolée. Ham Larigdon. J'adore la passion farouche que vous avez pour la vérité. Tout le monde a un parcours de croissance. J'aime voir votre esprit et vos opinions évoluer. On veut croire en vous malgré votre influence culturelle. La guerre a jadis créé des distractions. Vos pensées honnêtes ici. Je vous ai donné mes pensées honnêtes. J'en ai fait partie. Je voyais cela uniquement comme un problème de la gauche. C'est tout l'intérêt. C'est pourquoi je dis que c'est notre point de vue à droite. Et voici votre point de vue à gauche. Et c'est maintenant devenu très clair pour moi. Et je dirais, surtout après l'assassinat de Charlie Crook, comment cela fonctionne réellement. Et oui, j'ai été honnête sur tout. J'étais la première personne à porter une casquette MAGA, pensant que Trump allait apporter du changement, vous savez, et j'ai encaissé, j'ai pris beaucoup de coups, et je pense que ça a un peu été ça. La plus grande déception, c'est qu'il ne l'a pas fait, au final on s'est juste trompé sur lui, ou je ne sais pas si c'est juste cette fois-ci, si c'est vraiment qui il est après l'assassinat, je ne sais pas. Mais je ne regrette pas d'avoir appris, je ne regrette pas d'avoir grandi, et je peux dire sans aucun doute que j'ai toujours été honnête. Donc je n'ai jamais dit quelque chose en quoi je ne croyais pas. Et parfois, avec plus d'informations, on apprend davantage. Je veux dire, apprendre sur Sigmund Freud, ça m'a littéralement fait découvrir une nouvelle réalité sur la façon dont le monde fonctionne vraiment. L'histoire de Brigitte m'a fait découvrir une nouvelle réalité parce que, à ce moment-là, je me fichais de la gauche et de la droite. Parce que je parlais de la France. Je ne sais même pas ce qu'est leur gauche et leur droite. C'était juste, waouh, c'est vraiment étrange. C'est comme une secte.
Et pourquoi tout l'appareil médiatique traditionnel conspire-t-il pour cacher ce fait pourtant très évident? Et ça m'a simplement amené ailleurs, dans un endroit un peu en dehors de la politique, ce dont je suis content. Merci pour cette question. Mary Garcia écrit « Pendant de nombreuses années, j'ai appris sur la guerre spirituelle grâce aux livres et conférences du père Ripperger. Ce que j'ai appris, c'est que les démons poussent la mutilation jusqu'à l'absurdité, militent jusqu'à l'absurdité. C'est ce que je vois se produire avec toute cette situation Turning Point USA, Erika. Que Dieu vous bénisse, Candace. Je pense que vous vouliez dire la situation Turning Point USA, Erika. Oui, il y a beaucoup de choses à examiner. Je pense vraiment que les gens ont naturellement ressenti ce malaise spirituel. Il y a un aspect de cela que vous n'avez même pas besoin d'apprendre. Vous n'avez pas besoin d'être professeur de théologie. C'est inné, et cela nous amène un peu à cette poussée intentionnelle, comme nous en avons parlé hier, vers l'empirisme, la rationalité, la méthode scientifique. Parce qu'en gros, ils disent « ignorez votre instinct, ignorez cette chose qui s'active et vous dit que tout cela est mauvais, et nous devrions arrêter de faire ça. » Nous devrions arrêter d'ignorer notre instinct. Il y a tellement plus, et ils savent qu'il y a tellement plus. Ils jouent avec des démons. Amy adore la musique, écrit « Vous avez montré la lignée d'Erika. Elle est conditionnée par sa mère et l'armée. Trump me plaisait, mais face à Kamala, évidemment. Avec les dossiers Epstein, le gouvernement me déçoit. Comment réparer ça? Merci d'avoir ouvert les yeux de tous. Vous vouliez dire que vous étiez enthousiaste pour Trump plutôt que Kamala. Ce n'aurait pas été mieux avec Kamala. Je ne veux pas que les gens croient que c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas le cas. Kamala me rappelle beaucoup Erika. Pour ses chroniques, j'ai pensé, je ne crois pas qu'elle se souvienne de ce qu'elle a dit hier. C'est comme si elle était en pilote automatique et que quelqu'un lui téléchargeait de nouvelles données. Et ils lui disent, voici ta grand-mère. Elle répond, c'est ma grand-mère. Et il n'y a aucune explication à ce manque de cohérence. Donc, et puis on a un peu appris que sa mère était peut-être impliquée dans le projet Mekultra. Sa mère était scientifique. Ne me citez pas là-dessus. Je ne m'en souviens pas exactement à cet instant. Mais elle travaillait définitivement dans une université. Je crois qu'elle était scientifique. Je pense que c'est exact. Et aussi psychologue, et il y a beaucoup de choses étranges à ce sujet. Et oui, on apprend beaucoup au fil du processus. Angela écrit « Ta ténacité et ton charisme face à l'assaut constant de tentatives de saper ton pouvoir sont sans égal. Merci de dire la vérité, peu importe les risques à prendre, pour retirer le voile des yeux du monde et tous les mensonges. Le Christ est roi. Le Christ est roi, en effet. Il a déjà gagné. Alors soyez enthousiastes. Je veux dire, ils commencent à ressembler à des démons. Ils s'agitent, se débattent, comme des démons. Ils sont en colère. C'est ainsi que je sais qu'on gagne. Ils sont absurdes et en plein délire en ce moment. C'est comme si cette personne était en pleine psychose. Tucker doit être arrêté. Ils sont constamment enragés. Et je pense que cela signifie que nous sommes vraiment en train de gagner. Nous devrions être heureux. Nous devrions être conscients que des yeux s'ouvrent partout dans le monde sur ce qui se passe. Et oui, la vérité, c'est ça l'antidote. Ils ne peuvent pas la vaincre. Ils ne peuvent pas la détruire. Ils sont tous tellement habitués aux mensonges. J'incite donc chacun à connaître et dire la vérité, car ça, contre leur sortilège, ils sont toujours à 6 pieds, en distanciation. Et puis, vous savez, on peut vraiment tout simplement foncer. Nous pouvons être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et simplement dire la vérité. Et on les voit complètement s'effondrer et réclamer la censure. C'est leur exigence actuelle. Vont-ils devenir plus violents? Oui, ils l'ont prouvé. Le principe de cette secte est simple. Quiconque blesse un enfant s'en prendra à n'importe qui. C'est ça, le point. Quand on apprend ce en quoi ils croient à travers l'obscurité, la lumière, c'est ce qu'ils pensent. Ils se disent, d'accord, eh bien, vous venez de montrer qu'il n'existe pas d'innocence ni de règles, et que nous sommes nos propres dieux et que nous définissons les règles. Ça rappelle nos discussions au club de lecture. Renseignez-vous sur le sébastianisme. Vous devriez vous renseigner sur le franquisme. Renseignez-vous sur le mouvement franquiste qu'ils ont essayé d'enterrer. Et tout le reste deviendra, je pense, plus clair pour vous. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que si vous souhaitez soutenir notre travail indépendant, vous pouvez vous rendre sur notre site web. Nous avons plein de nouveaux produits géniaux sur tout le site. On vous montre toujours la même section, mais je vous jure qu'il y en a plus. Il y a des articles partout, des trucs vraiment sympas. Et c'est la façon la plus simple de nous soutenir. Et aussi, comme je le dis, priez pour Tucker Carlson, priez pour Megyn Kelly, priez pour, vous savez, Carrie Préjean-Ballard, des personnes qui
comme moi, encaissent beaucoup de coups, mais comme moi aussi, sont des combattants heureux. Je pense que tout le monde commence à dire « ça suffit ». Ce harcèlement doit cesser et nous n'allons pas nous ranger du côté du mal simplement parce qu'il menace de tout nous enlever. Nous ne pouvons pas faire ça. Le peuple de Dieu, les véritables élus, ne font pas cela quand les démons viennent hurler. Bref, vous pouvez aussi vous abonner. Nous avons fusionné les niveaux en un seul club, le Candice Tier, pour 11 $ et 99 cents par mois. Et oui, le club de lecture est génial. C'est très amusant et on peut aller beaucoup plus en profondeur. Oh, un mot de mon producteur. Blake Neff a répondu et a dit qu'il n'avait pas coupé la partie le concernant, où il parlait d'Erika et de son insinuation selon laquelle Charlie préférerait encore être mort s'il en avait le choix, à cause du mouvement de la foi. Et donc il dit que nous avons vérifié cela, et l'épisode complet du podcast de Charlie Kirk contient toujours les commentaires de Blake Neff, mais ils ont été coupés sur le flux Twitter qui est là où nous l'avions vu au départ. Donc ils l'ont coupé du flux Twitter. C'est toujours disponible sur le site Rumble, juste pour s'assurer que nous restons toujours précis. Nous n'avons jamais besoin d'être inexacts ou d'inventer des choses, car ils nous fournissent de toute façon suffisamment de contenu chaque jour avec leurs absurdités. J'aime bien quand Blake Neff décide de répondre, d'ailleurs. On en dit beaucoup ici. Mais il veut que vous sachiez qu'ils n'ont rien coupé du flux sur Rumble. Voilà pour ça. On se retrouve demain, les amis.